Bienvenue pour la 51e émission des Ondes clandestines. Aujourd'hui, je reçois une invitée très spéciale. Elle s'intéresse au crime et plus particulièrement au crime organisé. Aujourd'hui, vous entendrez parler Camorra, Cosa Nostra, Yakuza et autres suffixes en A. Vous l'aurez compris, la mafia s'adapte et se développe étant dans son empire criminel à la surface du globe. Je cite à présent les propos de mon invité. Je vulgarise au maximum sans perdre l'essence du sujet. Tout ce qui touche à la criminalité organisée, je traite de faits réels, mais également de la pop culture. J'aime faire le lien entre les deux. J'explique les notions juridiques et raconte des histoires et des anecdotes. Un beau programme, entre guillemets, hein, avec un grand plaisir que j'accueille Kimberley Bar. Kimberley, bonjour. Kimberley, bonjour. Bonjour, Bonjour. merci. Ouais, je suis ravi de te recevoir aux ondes Bonjour. clandestines. Lorsque nous nous sommes parlé en fait aux ondes clandestines, euh, tu évoquais en fait, tu m'es apparu en fait comme un ovni en fait parce que tu n'es pas du sérail criminologique en fait à proprement dit avec avec des compétences académiques, mais tu t'intéresses de très près à la matière et tu as progressé au fil du temps en fait sur les productions culturelles en fait que tu proposes à travers, en fait, notamment tes travaux pour Crimorg et Mobstar sur TikTok. Tu vas nous raconter tout ça, en fait. Tradition oblige aux ondes clandestines. Raconte-nous ton histoire. Voilà. C'est exact. Merci de l'avoir souligné. Effectivement, j'ai pas un parcours académique vraiment flamboyant, mais je mise tout sur l'expérience et sur la passion. Donc, moi, je suis tombée là-dedans vraiment très, 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 très jeune. Je me suis intéressée au Yakuza, donc la mafia japonaise. Et petit à petit, j'ai étendu un petit peu mes connaissances aux gangs de rue américains, aux cartels, la mafia italo-américaine, etc. Donc, j'ai jamais été trop branchée études. Je ne peux pas, j'y arrive pas. J'ai pas cette capacité-là. Donc, du coup, j'apprends, je fais des tas de formations, je lis énormément, je me documente énormément. Il est au culot. Je pars à l'étranger. Je suis partie aux États-Unis quand j'avais 18 ans pour rencontrer des membres de gangs, pour rencontrer des condamnés à mort au Texas. Euh, Tu es très spécial parce j'ai que rencontré un tu, ex-Yakuza également à Tokyo. tu mets en phase. Tu te mets en Donc, phase je avec mise ça. beaucoup sur l'expérience et vraiment sur la passion et l'intérêt que j'ai pour tout ça. Donc, ouais, un ovni, ça me plaît bien comme terme. Ça me Ouais. plaît bien. Alors, les questions générales sur le crime organisé à présent, quelles sont, selon toi, les principales Excellent. activités d'un groupe de crime organisé? Les principales Le plus activités. souvent, le narcotrafic, évidemment, le narcotrafic, surtout qu'on est en plein dedans, on parle énormément de ça pour la France. Oui. Donc, narcotrafic, traite d'êtres humains, proxénétisme, trafic de migrants, voilà, pour les principales activités. Hmm. Trafic d'armes aussi, évidemment. Voilà, ça c'est Quand pour on, le principal, hein. quand on évoque la mafia, quand on évoque cette pieuvre, en fait, on ne peut pas s'empêcher de penser à son histoire. En fait, comment les groupes de crime organisé parviennent à rester sous les radars des forces de l'ordre avec la capacité en fait maintenant qu'on a de réaction et la capacité technologique en fait qu'on a pour lutter contre. Alors, déjà, il faut bien distinguer la mafia de la criminalité organisée parce que tous les groupes de criminalité organisée ne sont pas des mafias. D'accord? Donc, on a beaucoup de groupes en fait qui ne se cachent pas et qui ne passent pas sous les radars. Par exemple, on a les Yakuza qu'on connaît, qui s'affichent, qu'on peut voir comme ça. Bon, il y en a beaucoup moins maintenant. On a les groupes de bikers aussi qui ne se cachent absolument pas. Évidemment, on a les gangs de rue qui se cachent pas non plus. Donc c'est vrai que sous les radars, c'est tout ce qui est vraiment mafia profonde, ancienne, Cosa Nostra qui Mais existe encore, c'est quoi la différence 'Ndrangheta, tout ça. entre mafia et criminalité organisée? C'est quoi la différence?
Différence, C'est tu sais? tout le côté rite, tout le côté, Ouais, comment dire, famille. organisationnel au niveau de la hiérarchie, ça fonctionne différemment. Les mafias fonctionnent encore avec des systèmes de rites initiatiques. Il y a un petit côté mystique là-dedans et ce côté justement qu'on peut retrouver quand on regarde un film de mafieux. C'est, voilà, c'est un mythe, mais il y a quand même des choses qui sont empreintes à la réalité, quoi. Comment est-ce que ces groupes organisés se financent-ils? Alors, c'est à travers leurs activités, donc toujours pareil, narcotiques, trafic d'êtres humains, migrants, proxénétisme, etc. Ils s'autofinancent comme ça. D'accord. Et les stratégies en fait des gouvernements pour lutter contre ces crimes organisés, quelles sont-ils? Quelles sont-elles? Alors, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été mises en place. Euh, Désolée. Pas de Aux souci. États-Unis, par exemple, on a la loi RICO. Oui. Donc, on a la loi RICO aux États-Unis. En Italie, on a ce qu'on appelle la loi Rognoni-Latorre. En France, on a pas mal de choses qui ont été mises en place, notamment avec la confiscation des avoirs, des biens aux trafiquants. Je parle pas que narcotrafiquants, je parle de tous les trafiquants. Donc, il y a les biens mobiliers, les biens immobiliers. On confisque, on revend, on redistribue. Enfin, ça, c'est la façon dont on procède l'État français à l'heure actuelle, hein. Donc, on Hmm. est vraiment dans ce move de on confisque et on revend ou on redistribue aux associations, aux collectivités territoriales. Enfin, le but, c'est de vraiment taper au portefeuille au maximum, quoi. Mais C'est toujours ça. On tape au portefeuille. la mafia, telle qu'on on la connaît, nous, profanes, en fait, finalement, c'est à travers le film culte, iconique, en fait, du Parrain, qui est sorti en 72, en fait, par Francis Ford Coppola, en fait, et qui tire son histoire, en fait, d'un roman de Mario Puzo sur la mafia, sur une histoire mafieuse en fait dont les origines en fait commencent en Sicile et puis après se traduisent aux États-Unis et puis s'étendent aux États-Unis et avec des liens avec la politique. Ce qui me fait une passerelle avec cette question, quels sont les liens entre le crime organisé et la corruption politique? Hmm. Ça, c'est une bonne question. Alors, je rappelle quand même que dans ce film, pas une seule fois le mot mafia n'est prononcé, hein. C'est vrai, c'est Tout est vrai. suggéré, pas une seule fois il est prononcé. Ouais. Bah, la mafia et la politique, c'est une très longue histoire. À l'heure actuelle, d'ailleurs, c'est comme ça que ça se passe toujours, hein. C'est pour ça qu'elle est plus difficile, comment dire, j'allais dire, à éradiquer. Parce Mhm. que justement, ils ont évolué. Il y a plus d'instruction, il y a plus de culture, il y a plus de pouvoir, de liens. Donc, c'est pas une légende quand on dit oui, la mafia, les politiques, etc. C'est très, très vulgarisé parce que tout le monde dit ça comme ça. Mais c'est vrai, on retrouve la mafia au sein du corps politique. C'est plus Mhm. simple pour passer justement en dessous des radars. À ce niveau-là, on est en plein dedans. Donc la mafia, la politique, c'est une longue histoire. Ça a toujours été comme ça, tout comme également la mafia et la religion. Voilà, sujet un peu touchy, mais véridique. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Quelles sont les manifestations, puisqu'on parlait d'histoire en fait précédemment, les premières manifestations historiques du crime organisé? Alors je vais pas faire du cas par cas parce que c'est très très différent. On peut en retrouver par exemple au niveau du Japon cette Hmm. rumeur, cette légende comme quoi les yakuza descendent des samouraïs. Mais en fait, pour le faire grossièrement, la mafia s'est implantée là où l'État n'était pas. Donc Hmm. tous ces endroits un peu désertés par l'État, que ce soit la Sicile, que ce soit la Corse, que ce soit les campagnes pour le Japon, Toutes les espaces en tous fait ces endroits libres. où l'État n'était pas. Voilà, Ouais. exactement. Là où il y avait un besoin de justice, un besoin, voilà, on a un problème, qui est-ce qu'on va aller voir? Ah ben là, il y a des groupes, là, il y a des brigands, là, il y a les yakuza, là, il y a ci, là, il y a ça. Partout où il y avait un besoin du peuple, là où l'État n'était pas, la mafia s'est développée et la mafia a pris cette place que l'État n'avait pas, en fait. Mais ça, Voilà. ça, ça sous-tend après la question quels sont les facteurs sociaux, économiques, politiques en fait qui ont contribué à son émergence? Voilà, c'est ça, c'est justement ce besoin du peuple, c'est beaucoup de
d'endroits abandonnés, donc avec un certain terreau de la pauvreté. J'aime pas trop parler comme ça, mais c'est plutôt vrai. Après, ça s'est développé à d'autres pays, donc avec toutes ces questions d'immigration, de diaspora. Par exemple, la mafia Mm. italo-américaine, après, qui s'est, bah, du coup, la Cosa Nostra qui s'est implantée aux États-Unis. Mm. Donc, tout ça, c'est des mouvements. C'est, on est dans un nouveau pays, on est regroupé entre nous, on est parqué dans des zones, entre guillemets, ghetto. On a le problème de la barrière de la langue, on a le problème que voilà, il y a d'autres communautés qui veulent nous taper dessus, qui veulent nous taxer de l'argent ou autre chose et qui veulent prendre l'avantage sur nous. Qu'est-ce qu'on fait? On se regroupe Et- et- entre nous. Euh, un tel en Italie était la Cosa Nostra. Hop, on refait ça, on remonte quelque chose et c'est comme ça que petit à petit ça prend place en fait. la mafia s'étend Voilà. également Je dans sais des pas si j'ai périodes. répondu à la question, mais La mafia s'étend, bien sûr, s'étend en fait sur les restrictions aussi qu'il y a eu aux États-Unis, par exemple, sur, je pense à la prohibition, a-t-elle influencé la croissance de groupes organisés comme la mafia? ouais. Ah oui, absolument, absolument. D'ailleurs, j'avais fait une petite série de vidéos sur la prohibition parce que je trouvais ça vraiment très intéressant. Ouais. Bah, la prohibition, ça a vraiment été le truc qui a fait que bon, on connaissait Al Capone, mais c'est quand même la prohibition qui a vraiment révélé l'existence d'Al Capone bah, un petit peu aux yeux de tout le monde. Et bah, la prohibition, c'était quoi? C'était les restrictions d'alcool, c'était les restrictions de tout ce qui fait que les gens avaient entre guillemets envie de s'amuser. Donc forcément, la mafia s'est engouffrée là-dedans. Ça a ouvert une brèche. Ils se sont engouffrés aussi dans Au les même titre, syndicats des truckers, tout ça. au même titre que les guerres et les conflits, en fait, ont favorisé la formation et le renforcement de ces groupes, en fait, organisés. Là où il y a Toujours. là où il y a une fragilité, en fait, la mafia et les crimes organisés, en fait, s'étend et prospèrent. Exactement. Toujours. Dès qu'il y a une Ouais. brèche, la mafia s'engouffre. Hmm. Quels sont les liens entre pauvreté, inégalité et les développements des réseaux sociaux, en fait, sur la mafia? Et et le développement des réseaux sociaux? Ouais, des réseaux, pardon, pas des réseaux sociaux, des réseaux. Ah, bah c'est un Des- peu ce que je disais avant, hein, concrètement, c'est là où il y a une faille, et la faille, bah, c'est souvent le niveau de vie, la qualité de vie. Ils s'engouffrent en promettant bah, un avenir radieux, un avenir meilleur, déjà un salaire, un emploi et forcément une qualité de vie bah, pour tout le monde. Il y a le côté famille, le côté appartenance, et même si principalement, c'est le côté économique qui ressort. Il y a aussi ce côté appartenir à un réseau, appartenir à un tout. Et ça, ça joue beaucoup, hein, surtout à l'heure actuelle. Ça, c'est Hmm. quelque chose qu'on a vraiment remarqué. Quel rôle les gouvernements et la corruption politique ont-ils joué dans le soutien ou la lutte contre le crime organisé au cours de l'histoire? Là, tu me disais en off que tu connaissais quelqu'un qui pourrait répondre à cette question, et on peut le citer. Oui, oui, je pense au géopoliticien Fabrice Risoli, qui a écrit énormément de choses et qui a beaucoup travaillé sur le sujet. Donc lui serait vraiment beaucoup plus à même de répondre à la question que moi. Je reconnais mes faiblesses. Tu nous évoquais les origines finalement de la mafia entre Occident et Orient, en fait, où tu nous disais qu'au Japon, en fait, il y avait des similitudes, mais quand même des spécificités. Il y a des racines culturelles qui sont profondes. Moi, j'avais une question en plus par rapport à la technologie moderne. Comment les organisations criminelles utilisent-elles la technologie moderne? Eh ben, comme je disais à un moment donné, ils se sont adaptés, ils ont évolué et le monde a évolué aussi. Maintenant, on a les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, c'est quand même un Hmm. outil formidable et c'est aussi un outil formidable pour les organisations criminelles, pour le blanchiment, pour certaines fraudes, certaines arnaques. Par exemple, je pense, là, un exemple qui me vient, la fraude à la TVA sur la taxe carbone. Euh, on peut voir les séries, on peut lire les bouquins, etc. Les cryptos, les mouvements bancaires, etc. ont joué un rôle clé là-dedans. Hmm. La bourse au quota carbone, Hmm. enfin tout ça. Donc, ils ont évolué.
ils ont vraiment pris le train en marche et ils ont formidablement évolué. Attention, je félicite pas, je dis juste que Oui, oui. ils ont vraiment, comment dire, C'est un essor ils en se sont fait. adaptés, mais voilà. C'est un essor flexible en fait qu'ils ont. Toujours ils essaient de se tirer la bourre avec les forces de l'ordre en fait. Hein. Dès qu'il y en a un qui progresse, en fait l'autre avance de pas et c'est toujours un peu comme ça que ça se passe. Tu disais les réseaux sociaux en fait aussi sont cette fois en fait les réseaux sociaux en fait permettent le recrutement, la propagande, tandis que la crypto-monnaie offre une anonymisation des transactions. C'est ce que tu dis, hein, c'est ça. Donc, du coup, ils Oui. utilisent. Quelles sont les principales techniques d'après toi de blanchiment d'argent en fait que la mafia utilise? Bah, tout ce qui est blanchiment, on a les classiques avec les commerces qui font des chiffres d'affaires records, mais qui ne sont jamais ouverts et qui pourtant brassent Oui. beaucoup. Donc on a ça, c'est très classique. Après, on a forcément toutes ces méthodes avec tout ce qui est crypto-monnaie, déplacement de fonds. Voilà, ça c'est vraiment plus dans l'air du temps. Le côté crypto, il y avait eu pendant un moment les NFT, ces choses-là. Ouais. Enfin, tout ce qui est nouveau, tout ce qui a le vent en poupe et tout ce qui est un peu novateur, hein, c'est Ça va, toujours je prends. Ouais. le moyen idéal pour blanchir. Voilà, c'est Comment ces ça. Et groupes, après, les réseaux sociaux, c'est autre chose. comment Mm. ces groupes de criminalité organisée en fait font-ils pour infiltrer des entreprises légitimes? La question qu'on se pose. Bah, schéma classique également. Voilà, ils répondent à des appels d'offres, ils font pression, ou alors, comme je disais également, certains ont fait des hautes études, ils sont en place, ils se positionnent dans d'autres entreprises, il y a le chantage et choses comme ça. Et évidemment, la corruption dont on parle très peu, mais qui pourtant est une pièce maîtresse, hein, n'empêche, la corruption. J'avais maintenant sur la partie questions d'ordre général en fait terminée. En fait, j'avais des questions plus intimistes en fait sur ton parcours. En fait, tu t'intéresses à un sujet qui est quand même extrêmement délicat et dangereux. Est-ce que tu as peur par moment? Non, pas particulièrement. Pas particulièrement parce que je me suis vraiment pas posé la question à l'époque où je suis partie justement toute seule, un peu comme une idiote, ou Ça, pas c'est ce qui m'a, rencontrer ces membres de gang. je tiens à te dire, c'est ce qui Parce m'a que plus plu. C'est ce qui m'a plus plu, en fait, dans ton parcours, c'est quand tu me dis, je suis parti, en fait, à 18 ans, rencontrer un condamné à mort, en fait, dans un membre de gang à Houston, au Texas. Ça, je suis, allez, étonné, en fait, et agréablement, surpris, en fait, de ta démarche, en fait, surtout de ton, par rapport à ton jeune âge, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Là où Ouais, certains, mais j'avais pas vraiment réfléchi à l'époque. Je regrette absolument pas. là où certains allaient au cinéma, en fait, ou voir des films, etc., ou sortir, voilà, toi, tu t'es dit, moi, je vais aller rencontrer un condamné à mort à Houston, Texas. Ah, c'est formidable. Et du coup, comment ça s'est passé là-bas? En fait, comment tu as pu rencontrer un condamné à mort? En fait, on fait comment pour ça? Alors, on s'imagine un truc de fou, mais en vérité, c'est vraiment très simple, hein. Il y a des sites qui recensent les condamnés à mort, qui cherchent de la correspondance. Et ben, j'ai fait ça. J'ai pris un de ces sites, j'ai cherché un petit peu. J'ai voulu fonctionner au feeling parce que c'est quand même bien d'avoir un minimum de feeling quand on va écrire avec quelqu'un. Ouais. À l'époque, en plus, il n'y avait pas encore tous ces systèmes d'email, donc on écrivait vraiment à l'ancienne, hein. C'est-à-dire que j'ai des caisses à la maison remplies de milliers de courriers d'échanges. Hein. Donc voilà, on choisit, on écrit, et puis voilà, se Tu met en parlais, place une correspondance. Et puis si on tu, décide d'aller voir la personne, il faut appeler la prison, il faut programmer des special visits. tu parlais anglais, en fait, parce que peut-être de tes origines, en fait, sont, ouais, c'est peut-être tes origines, en Alors fait. non, c'est très trompeur. J'ai le prénom, mais pas Hmm. les origines. J'ai appris D'accord. l'anglais comme ça, justement. J'ai appris Ok. l'anglais en correspondant avec.
en correspondant avec Voilà. un condamné à mort. C'est très marquant, c'est très singulier et très original et très storytelling, ça. Le côté j'ai été visiter un condamné à mort. Tu n'as pas de formation en criminologie, tu es une sorte d'autodidacte. Comment tu vis ça au quotidien? Est-ce que tu combles les lacunes maintenant en te formant? Oui, ouais, justement, parce que j'ai tenté, hein, je suis partie aux États-Unis justement pour faire une licence. J'ai arrêté pour raison de santé. Mais après, on a toujours un petit peu ce syndrome de l'imposteur. Mais moi, je sais que c'est ce que j'aime, c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me passionne. Donc, du coup, je fais autant de formations que possible pour essayer de pallier un petit peu à tout ça. Hmm. Voilà. Qu'est-ce Histoire que de me je- sentir un peu plus légitime. Même si je sais pertinemment que les connaissances que je partage, voilà. Tu as deux travaux en fait que tu peux nous en parler en fait sur Crime.org et Mobstar, nous dire un peu plus sur ce sujet en fait, nous faire un peu la promo en fait de cette plateforme. Crime.org en fait, D'accord. Bah, je suis pigiste pour Crimorg. Donc, Crimorg, en fait, c'est un site internet qui est tenu par le criminologue Stéphane Quéré. oui, Ouais, c'est une plateforme en fait qui recense euh, l'actualité dans le monde entier sur la criminalité organisée. Bon, c'est vraiment hyper intéressant, c'est pépite. Il y a 16 ans, je crois, 16 ans de travaux. Et il sort aussi un petit bulletin toutes les semaines, pareil, vraiment très documenté. Donc c'est vraiment pépite. Donc moi j'écris des piges pour et, ce Mob- site. et Et à côté Mobstar, de ça, j'ai Mobstar, du coup, c'est le contenu que j'ai. Et on parle aussi sur un projet de livre, justement, qui parlerait en fait du livre. La pop culture, les réseaux sociaux et un peu l'influence que ça peut avoir sur les jeunes générations. d'accord, Voilà. très bien en fait sur Crime.org et Mobstar, Pour la faire courte, c'est ça. j'en arrive à la Bah, conclusion en Mobstar fait de Stories, ce c'est ça. Mobstar Stories, c'est moi sur les réseaux. C'est mon image, ma marque. Voilà. C'est super. tout sur Insta, LinkedIn, sur YouTube, sur des... Voilà. Et Je, TikTok, je- bien je- sûr, en premier. j'en arrive à la conclusion en fait de cette émission. Je vais te donner le mot de la fin. Tu peux dire ce que tu as envie. Alors, Kimberley, le mot de la fin, la parole est à toi. Ok, bah, le mot de la fin, c'est que si vous souhaitez en apprendre beaucoup plus sur la criminalité organisée, sur la mafia, les cartels, etc., bah, venez consulter mes réseaux. Lisez Crimorgue également et vous découvrirez vraiment, vraiment plein de choses. Voilà, ça existe, c'est autour de nous. Je dis pas ça pour rendre les gens paranoïaques, mais c'est important d'être au courant de ce qui nous entoure. Voilà. Après, j'adopte un ton assez léger hein, sur mes réseaux, donc on n'est pas dans le contenu rasoir. Voilà, donc On n'hésitez est pas. entre le pop, en fait, et l'académique. Et Voilà, c'est assez exactement. intéressant. C'est d'ailleurs là-dessus que je termine cette émission des ondes clandestines. L'occasion pour moi de vous souhaiter de bonnes fêtes à tous et à toutes, de bonnes fêtes de fin d'année. Allez voir le site Crime.org et Mobstar pour se renseigner davantage sur la criminalité organisée. J'ai eu le plaisir de présenter Kimberly Bort, en fait, qui donc anime cette criminalité, enfin ce sujet en fait sur la criminalité organisée sur ces réseaux. Et c'était toujours un grand plaisir. À bientôt et joyeux Noël. Merci beaucoup. Bonne Au fête. revoir. Au Merci. revoir.